Donc aujourd'hui, on va continuer notre travail que l'on a fait en histoire. Donc je rappelle qu'on est en train de travailler donc avec François Ier. On a vu donc du coup c'était un roi de la Renaissance et qu'il avait mis en place des réformes comme imposer le français comme langue commune afin que les lois soient comprises par tout le monde. Et que c'était aussi un roi de l'art, de la culture, puisqu'il avait fait venir en France de nombreux artistes italiens de l'époque. Et du coup, voilà, il s'intéressait beaucoup à la culture, ce qui fait que la cour de France, c'est ce qu'on a vu, était réputée pour tout ce qui est la culture, les artistes et tout. Hein, c'était l'une des cours européennes les plus reconnues où on savait qu'on allait forcément rencontrer des artistes. Et donc, on va dire, elle était un peu avant-gardiste, c'est-à-dire en avance sur son époque, à cette époque-là, d'accord. On pouvait rencontrer Léonard de Vinci, enfin voilà, de grands artistes à la cour de France. On a aussi vu que à cette époque-là, le roi se déplaçait toujours avec sa cour, c'est-à-dire avec son évêque, avec ses fils, la reine et tout un tas de nobles, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Il faut savoir qu'à l'époque de François Ier, c'est aussi l'époque de grandes découvertes au niveau du monde, d'accord. Donc, pour vous montrer ça, pour vous illustrer ça, je vous montre deux cartes. Cette première carte, c'est ce qu'on appelle donc une map monde, c'est la map monde de Ptolémée, donc c'est un cartographe, donc c'est une personne qui, à l'époque, représente les cartes. Donc elle est du 15e siècle, donc c'est encore l'époque du Moyen-Âge, d'accord. Donc, voilà. Donc à cette époque-là, il représente donc la carte du monde de cette manière, on verra après ce qu'on y voit dessus, d'accord. Et il représente le monde tel qu'ils pensent qu'il existe, tel qu'ils le connaissent, d'accord. Donc tout ce qu'on voit sur cette carte, bon, à part ça, je vous expliquerai après, c'est tout ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils ont découvert tout ça, ils y sont déjà allés, d'accord. Et on a à côté une autre carte, pareil, une map monde d'Ortelius. Donc c'est pareil, c'est un cartographe, c'est quelqu'un qui, on l'a vu en géographie, dont le travail est justement de dessiner les cartes. Donc ça, elle date du 16e siècle, donc 100 ans après, donc au temps de la Renaissance. Et on voit que la carte, elle a bien changé. Vous voyez, on voit, si je vous remontre, on voit bien les différences. D'accord? Donc, si on repasse sur celle-ci. Donc, première chose à savoir, ici, c'est des petits anges qui représentent le vent, d'accord. Pour eux, à l'époque du Moyen-Âge, pour se déplacer, on avait besoin de vent, et le vent venait des anges de Dieu. Je rappelle qu'on est très croyants, et tout ce qu'on ne peut pas expliquer de manière scientifique, tout ce qu'on ne comprend pas, ça vient de Dieu. Donc, on navigue en bateau, nos bateaux avancent grâce au vent, mais d'où vient le vent? À l'époque, on pense que ça vient des anges qui soufflent justement sur le monde. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cette carte? Alors, on trouve l'Europe. D'accord? Ici, nous avons l'Europe. Ils ont dessiné l'Europe. On arrive à reconnaître l'Espagne, la France est ici, on dirait un bout d'Italie. D'accord? Donc, voici l'Europe telle qu'ils la connaissent à l'époque. Ils l'ont fait assez gros puisque c'est là où ils vivent et puis un peu au... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ils l'ont fait au bord. Attendez, je vais enlever l'Europe pour vous montrer. Voilà, l'Europe, ils l'ont faite ici. D'accord? Un peu au bout du monde. C'est-à-dire que de ce côté-là, il n'y a rien. La Terre est plate. Si on continue, on tombe. D'accord? Donc, l'Europe est ici. L'Europe, si je vous montre sur cette carte-là, l'Europe, vous savez où est-ce qu'elle est? Elle est représentée ici. Celle-ci, elle ressemble assez à une map monde telle qu'on la connaît aujourd'hui. Sur celle-ci, donc on trouve l'Europe. On trouve aussi l'Afrique. Vous avez vu, c'est un grand territoire, l'Afrique. Et on n'en connaît qu'une partie par rapport à aujourd'hui. D'accord? On connaît que l'Afrique du Nord. Si on regarde 100 ans plus tard, toute l'Afrique a été découverte. D'accord? Donc, on retrouve l'Afrique située juste en dessous de l'Europe. Ici aussi, on a l'Europe ici, on a l'Afrique juste en dessous. On a aussi découvert l'Asie.
Vous voyez, donc une grande partie, on a donc à côté de l'Europe, on a l'Asie, hein, puisqu'on peut y passer sans naviguer. Hein. Je rappelle que nous sommes reliés à l'Asie par des routes. Donc une grande partie de l'Asie a été découverte par la route, hein, par ici, mais aussi en longeant le long des côtes. Hein, on est resté près de la route, là on est resté près des bords, et on a pu découvrir l'Asie. L'Asie, 100 ans plus tard, est toujours connue, d'accord? Mais vous voyez la taille de la différence? La différence de taille, pardon, ce serait plus clair. Hein, on a représenté l'Asie comme, là, ça représente toute cette partie-là, hein, et après l'Asie, il n'y a plus rien, la fin du monde. Alors qu'ici, l'Asie, alors certes, ça représente une grande partie aussi, mais on s'est rendu compte que ça n'utilisait pas tout le globe. Hein. C'est comme là, l'Afrique, certes, c'est un grand continent, mais ça ne représente pas toute la surface de la Terre. D'accord? Donc, il faut vous dire qu'à l'époque, même là, hein, on regarde l'Europe, en France, en Europe, hein, comme on n'a pas conscience du reste du monde, et on verra après pourquoi, on l'a représenté au centre et qui prend beaucoup de place. Hein. L'Asie, du coup, si on le compare par rapport à l'Europe, là où on vit au Moyen-Âge, c'est immense, ça représente quasiment la moitié, voire même les 3/4 du monde. Alors qu'ici, vu qu'on a découvert d'autres choses, on se rend bien compte que certes, c'est un grand territoire, mais que ça ne représente pas la moitié du globe terrestre, d'accord ? Et on a bien vu que même là, l'Europe a bien diminué en taille. Pour ce qui est de l'Amérique, si on regarde bien, ici, pas d'Amérique. On ne la voit apparaître que 100 ans plus tard. Pourquoi ? Pour voyager à l'époque du Moyen-Âge, comme on était persuadé que si on s'éloignait trop, on arrivait à la fin du monde, hop, il n'y avait plus de terre là, c'est-à-dire que si on s'éloignait trop, pouf, on allait tomber et mourir. Donc, quand on voyageait, on restait collé, quand on voyageait en bateau, bien entendu, avec son navire, on restait près des côtes, d'accord ? On ne s'éloignait pas, puisqu'on disait, si on s'éloigne, on va s'approcher du précipice de la fin du monde. Donc, tout ce qui a été découvert, en fait, c'est quand on est resté, on va dire, en suivant les côtes, d'accord ? Alors, on n'était pas collé, hein, bien entendu, puisque c'était dangereux près du rivage, mais on ne s'éloignait jamais vraiment, d'accord ? Visiblement, ce qui s'est passé pendant ces 100 ans, c'est qu'on s'est éloigné des côtes. Hein. Vous êtes d'accord que quand on est ici, on peut difficilement aller là si on reste collé au bord des côtes. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert, justement, l'Amérique, mais aussi l'Arctique et l'Antarctique. D'accord ? Donc, voilà, on va dire, ce qui a changé en 100 ans. C'est-à-dire que au Moyen-Âge, à cause des croyances qui disaient que on pensait que la fin du monde arrivait si on s'éloignait, que la Terre était plate et que si on s'éloignait trop, qu'on allait trop loin au niveau d'eau, on arrivait à la fin du monde et le bateau allait couler et c'était fini. En 100 ans, il s'est passé que on a dépassé ces croyances-là et on s'est aventuré plus loin. D'accord ? C'est-à-dire que on a pris son petit bateau et au lieu de rester collé ici à la côte, on est tenté d'aller beaucoup plus loin. D'accord ? Donc voilà. Donc, je récapitule. Au Moyen-Âge, on connaît l'Europe, un peu d'Afrique et l'Asie. Et ça y est, 100 ans plus tard, on va dire, on a découvert on connaît en tout cas, quasiment la carte aujourd'hui. Hein. Je pense que si vous regardez, elle vous rappelle vaguement celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates ? On a fait les grandes découvertes, c'est-à-dire que les Européens se sont en famille à parcourir le monde pour trouver de l'or, des métaux précieux, des soieries, des épices, en poussant toujours plus loin leur voyage. C'est-à-dire, l'or, c'est bien beau, on va en Afrique en chercher, mais il n'y en a peut-être pas suffisamment. Et puis, je veux dire, tous ceux de l'Europe viennent ici, donc forcément on en manque. Donc, de plus en plus de personnes se disent, il faudrait trouver de l'or, mais il faudrait trouver de l'or à un endroit où il n'y en a pas, donc on va de plus en plus loin, on cherche toujours à aller plus loin. Donc on va toujours plus loin, malgré la crainte de découvrir des monstres ou des régions dangereuses. Effectivement, quand c'est l'inconnu, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. On pense depuis longtemps, grâce aux savants grecs et à un grand savant italien, Galilée, que la Terre est ronde. C'est-à-dire que là, on pensait que la Terre était plate, mais grâce à des savants grecs et
Galilée, que la Terre est ronde, d'accord? Ça, on le sait depuis très longtemps. La différence, c'est que au Moyen-Âge, je rappelle qu'on était très croyants, et les hommes des églises, eux, refusaient d'y croire. C'est-à-dire que Dieu, il a fait une terre plate, hein, c'est ce qui était dans leur religion, et dire le contraire, c'est un blasphème. Donc, il ne faut pas y croire, d'accord? Mais petit à petit, certains navigateurs vont se dire, ben moi je veux y croire, après tout, les Grecs sont très en avance sur leur temps, Galilée était un grand savant. On a petit à petit découvert que certaines de ces découvertes scientifiques étaient vraies, et ils se sont dit, ben peut-être qu'il a raison, et ont osé se lancer à l'aventure, d'accord? Plus précisément, ils se sont dit, la Terre est ronde, c'est comme un ballon. Si j'habite ici, en toute logique, si je veux aller là, je n'ai qu'à faire le tour. D'accord? Donc, de nombreux navigateurs décident de se lancer. D'accord? Pour découvrir de nouvelles terres ou tout simplement pour faire le tour. C'est-à-dire, là, pour aller jusqu'ici, c'est assez long. Hein, même en passant par là, c'est long pour arriver jusqu'ici. Si la Terre est ronde, il nous suffirait de faire ça et hop. C'est d'ailleurs comme ça que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Hein. Il pensait aller en Asie plus rapidement et il est tombé sur l'Amérique. D'accord? Donc Christophe Colomb, il découvre l'Amérique en 1492. D'accord? Mais il faut savoir qu'avant lui, il y a eu d'autres navigateurs qui ont découvert de nouvelles parties, comme Diogo Gomez et ensuite Vasco da Gama, qui sont les premiers à passer au sud de l'Afrique et à trouver le passage vers les Indes par le cap de Bonne-Espérance. Donc le cap de la Bonne-Espérance, c'est là, ici. D'accord? Donc avant, on passait par ici. Et eux, donc ceux que je viens de vous dire, Diego Gomez et Vasco da Gama, ils se sont dit, on est là. Tiens, si je longeais cette partie-là, au lieu d'aller m'embêter, là, passer entre, et puis au moment de me retrouver coincé, je vais suivre cette partie-là. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient passer et hop, arriver. C'était plus facile pour voyager, d'accord? Parce que naviguer, hop, ici, entre les petites îles, hein, d'ailleurs, vous voyez, à un moment, il n'y a plus de passage. Enfin, là, il y en a un, mais c'est... Hein, on a toujours un risque de se heurter à des récifs et de couler. Alors qu'ici, sans s'éloigner trop, on circule dans des eaux plus profondes et du coup, c'est moins dangereux. Du coup, avant Christophe Colomb, qui lui s'est dit, non, moi je vais faire le tour pour aller gagner du temps, eux se sont dit, tiens, là, il y a un territoire, on va le tenter. Au pire, ils se sont dit, on sera bloqué, on fera demi-tour. Et ils ont tenté, ils ont fait le tour, hop, et ils ont réussi à arriver en Asie. D'accord? Donc Christophe Colomb, il voulait faire le même principe, il voulait aller ici. Sauf qu'il s'est dit, si la Terre est plate, j'aurai autant à faire ça, hein, puisque je rappelle qu'ils ne connaissaient pas cette partie-là. Pour eux, ça s'arrêtait ici. C'est comme ça qu'il a découvert les Amériques en 1492. On a aussi Magellan, qui est l'un des premiers à avoir fait le tour du monde. Donc, la différence entre ces deux cartes, elle s'explique désormais par le fait que maintenant on sait que la Terre elle est ronde. Hein. Voilà, on s'est rendu compte qu'en passant, on arrivait toujours au même endroit. D'accord? Donc, à aucun moment on risquait de tomber dans l'eau. Et puis qu'on a pu la parcourir, on en a fait le tour, on a vraiment fait des découvertes. Là, ils se sont contentés, on va dire, de rester aux alentours de chez eux. Donc, on va dire c'est une carte, mais pas vraiment du monde, c'est une carte, on va dire, approximative de ce qu'on connaît, de ce qui n'est pas trop loin. Que là, vraiment, des explorateurs se sont lancés et ils ont fait le tour du monde, d'accord? Pour découvrir de nouvelles richesses, mais aussi pour découvrir le monde. C'est-à-dire, Christophe Colomb, il a réussi jusqu'à là, très bien. Le suivant, lui, il a voulu aller jusqu'à là. Il a voulu toujours aller plus loin, toujours surpasser celui qui est passé avant soi, d'accord? Donc, de ce fait, on découvre de nombreux territoires, on découvre de nombreux passages, on découvre plein de choses, d'accord? Donc, voilà. Mais du coup, dit nouvelle terre, dit aussi de nouvelles populations. Et je rappelle qu'à cette époque, les rois, les reines, qu'est-ce qu'ils aiment bien? C'est conquérir du territoire. Plus on a de territoire, plus on a de richesse, plus on est riche. Hein. Je rappelle que par exemple, si on a ici des territoires qui a de l'or, forcément, on est plus riche que les autres. Donc, les Européens se sont fait très longtemps la guerre entre eux, sauf que maintenant, les territoires sont plus ou moins délimités. Et là, 100 ans plus tard, on découvre de nouvelles terres, de nouveaux territoires, avec des populations qui sont assez en retard par rapport aux Européens sur tout ce qui est la navigation, l'armement, et des territoires qui sont assez riches. Hein. En Afrique, on trouve beaucoup de matières précieuses.
Pareil ici, en Amérique. On peut faire pousser les pommes de terre, les choses comme ça, viennent des épices, le chocolat viennent d'Amérique. Donc tout ça, ce sont des choses qui intéressent les Européens, qui va rapporter de l'argent. Et en face, on se retrouve juste avec des populations qui ne sont pas autant expérimentées. Donc on va se lancer à la conquête de ce nouveau monde. D'accord? C'est-à-dire que le petit français, le roi français, il s'est dit, ben tiens, ce territoire-là, je veux qu'il soit à moi. Pour qu'il soit à moi, ben, qu'est-ce que je vais faire des sauvages qui y vivent déjà? Ben, je vais les plier à ma volonté, je vais conquérir, en faisant la guerre, ces territoires. Donc, la Renaissance est une époque où on fait de grandes découvertes au niveau planétaire, c'est-à-dire qu'on découvre de nouveaux territoires, mais aussi de conquêtes. Et les conquêtes, je rappelle que ça se fait toujours par la guerre. D'accord? Voilà.